Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'enfant polynésien et l'école. Collection Lettres du Pacifique. Collection dirigée par Hélène Colombani, conservateur en chef principal des bibliothèques. ENSB, chargé de mission pour le livre et la lecture. Nouvelle-Calédonie, délégué de la Société des poètes. Français. Sociétaire de la SGDL. Cette collection publie ou réédite des textes, romans, essais, théâtre ou poésie, d'auteurs contemporains ou classiques du Pacifique, ainsi que des études sur les littératures modernes, les sciences humaines et les traditions orales océaniennes. Contact, elsav@mls.nc. Déjà paru. Numéro 1 Hélène Savoie, Les terres de la demi-lune. Nouvelle 2005. 2 Dany Dalmérac, L'île Monde. Nouvelle 2005. 3 Cercle des auteurs du Pacifique, du rocher à la voile. Récits et nouvelles de 14 auteurs du Cap, illustré 2006. 4 Christian Navis, Mystérieuse civilisation du Pacifique, illustré 2005, et numéro 20 Eurasie Pacifique, Archéologies interdites, illustré 2009. 5 Dominique Cadillac, Les montagnes du Pacifique, roman Île Marquise, préface d'Hélène Colombani 2006. 6 Joël Paul, Coup de soleil sur le caillou. Nouvelle 2006 numéro 13, Le Calédonien, roman 2008. 7 Karine Speedy, Colons, Créoles et Coulis. L'immigration réunionnaise en Nouvelle-Calédonie, 19e siècle, préface du Dr Bernard Brou, Université de NSW, 2007. 8 Alain J. Quel ennui. Essai littéraire, préface de Véronique Beclerc, illustré 2007. 9 Gilbert Tong, Chaud Pacifique. Manou et Nœud Papillon, mémoire, préface Marie-Claude Gibaou, illustré 2007. 10 Nathalie MRGUDOVIC, La France dans le Pacifique Sud. Les enjeux de la puissance, préface de Michel Rocard, 2008. 11 Régine Rennes, L'œil en coulisses, préface d'Annie Cordy, illustré 2008. 12 Isabelle Auguste, L'administration des affaires aborigènes en Australie depuis 1972, Université Canberra Réunion, 2008. 14 JDELATHIERE, Négropo Rive Gauche, le roman des colons du café calédonien, préface Hélène Colombani, 2008. 15 Camille COLDREY, Ségalen, La langue tahitienne dans les immémoriaux, essai littéraire, 2008. 16 Professeur John Dunmore, L'épopée tragique, Le voyage de Surville, traduit de l'anglais, New Zealand Best Book Prize, prix du meilleur livre néo-zélandais 2009. 17 Hélène Savoie, Half Moon Lance, nouvelle édition bilingue traduite par Karen Speedy, Université Australie, préface du professeur René Bourgeois de l'Université Stendhal, 2009. 18 ALEBOULOT, Un nuage nimbé de lumière, roman 2009. 19 et 31. Gérard DEVEZE, Histoire fantastique de Nouvelle-Calédonie, volume 1. Le Boucan Nouvelle 2009. Volume 2. Promenons-nous au Kogi illustré, 2010. 21 Julien Ali, Véridouria 2011, roman 2009. 22 Alexandre Juster, La transgression verbale en Océanie, exemple du Nengone, l'Ifou et du Tahitien, préface d'Emmanuel Gibaou, ADCK 2009. 23 Frédéric Mariotti, De la Vendetta à la Nouvelle-Calédonie, Paul-Louis Mariotti, matricule 10318, préface d'Hélène Colombani, illustré 2010. 24 Agnès Louison, pseud, L'ami posthume, récit autobiographique, Nouvelle-Calédonie, 2010. 25 Dora, pseud. Deuxième chance, roman Nouvelle-Calédonie, 2010. 26 Florence FERMENTMEAR, Pour la défense de la langue tahitienne, État des lieux et propositions, illustré 2010. 27 Isabelle Flamand, Les rescapés, roman Lifou, 2010. 28 Philippe Godard, La tragédie du Batavia, récit historique, illustré 2010. 29 Professeur John RAMSLAND, Gardien de la Terre, aborigène et européen en Australie au XIXe siècle, Université de Newcastle, traduit de l'australien par le Dr Jenny D, illustré 2010. 30 Christine Pérez. L'échappée pacifique, Triangle polynésien, Religion, pouvoir et société, Université de Polynésie française, préface d'Hélène Colombani, illustré 2010. 3.2 APANA, pseud.
Les racines au bout des branches. Préface Faute Trolu et R.P. Apikawa, 2010. 33 Jean Guillou. La Pérouse et après? Illustré en couleur, 2010. Numéro 34 Pierre Lamblay, Chronique wallisienne, Récits et nouvelles, 2010. Numéro 35 Michel Destretefonds, pseud. Adieu Vieux-Nic, roman Nouvelle-Calédonie, 2010. Numéro 36 Vice-amiral Emmanuel Descleves, Le peuple de l'océan, l'art de la navigation en Océanie, préface de Michel Rocard, illustré 2010. Ce livre a obtenu le prix Éric Tabarly, en 2011. Finaliste du prix littéraire du Salon Étonnant Voyageur, Saint-Malo. Numéro 37 Laurent Dedryver. Némina, légende de Tasmanie, roman illustré 2010. 38 Pierre Grano, L'offrande polynésienne, nouvelle 2011. 39 Esbal Swing Alifou, roman préface de Daniel Guenere, 2011. 40 Danny Cloquet, Tillot de mon enfance aux événements de 1984 en Nouvelle-Calédonie, île, 2011. 41 Christine Pérez, L'échappée pacifique, Triangle polynésien, tome 2, Université de Polynésie française, 2011. 42 Vendré de Lubac, Tahiti Love Song, roman 2011. 43 Joël d'Auvergne, Chimère et cabriole en eau trouble, roman NC, 2011. Hélène Savoie, L'île aux étoiles, Nocturne australien, roman 2010. Hors collection. En souvenir de l'école normale mixte de Polynésie française. À mes étudiants et à mes collègues. Introduction. On entend souvent dire à Tahiti que l'école, qu'on qualifie alors volontiers de française, ne serait pas adaptée aux élèves polynésiens et qu'elle les conduit généralement à l'échec. Ce lieu commun est répété dans de nombreux milieux, même si la plupart du temps on ne dit guère en quoi consisterait cette inadaptation. C'est cette conviction, dont l'évidence semble telle qu'on ne se donne pas la peine de l'interroger, que nous voudrions pourtant soumettre à un examen un peu attentif. Que veut-on dire quand on évoque cette prétendue inadaptation? Celle-ci est-elle supposée venir de la culture des élèves polynésiens, de leur langue, de leur représentation mentale, des valeurs auxquelles ils adhèrent, de leurs caractéristiques individuelles, psychiques ou intellectuelles, dont l'école ne tiendrait pas suffisamment compte? Y aurait-il d'ailleurs un rapport entre ces différentes caractéristiques individuelles et collectives, celles-là étant par exemple déterminées par celles-ci? Que faudrait-il en outre changer pour que l'école corresponde mieux aux particularités des élèves polynésiens? Les personnels, les finalités, les méthodes, les contenus, ou tout cela à la fois? Enfin, y a-t-il même un sens à parler d'enfants polynésiens? Et celui-ci existe-t-il réellement? Ou n'est-il pas qu'un stéréotype commode? Il faudrait également regarder de plus près les arguments qui fondent ces positions. Quand celles-ci sont en tout cas autre chose que de simples préjugés, d'où viennent-ils et que valent-ils? Reposent-ils sur des théories avérées, reconnues des sciences humaines par exemple, et quelles sont les disciplines ainsi sollicitées? En réalité, l'argumentaire dont il est ici question est assez connu. Il est mis en œuvre ailleurs, dans d'autres contextes où les revendications sont pourtant semblables, à propos d'élèves rencontrant des difficultés à l'école et dont l'origine ethnique, immigrée ou non française, semble pouvoir expliquer justement ces difficultés. On a là en fait le problème de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation multiculturelle ou interculturelle, celui d'une société hétérogène sur le plan ethnique qui se demande comment elle peut prendre en compte cette diversité et donner à tous les élèves les meilleures chances de réussite scolaire, donc économique et sociale. Nous voudrions, dans ce livre, contribuer à éclairer le débat à propos de ces problèmes complexes. C'est pourquoi nous examinerons successivement les théories le plus souvent invoquées à propos des rapports entre l'enfant polynésien et l'école, et nous en ferons une étude critique afin de montrer l'erreur de certaines d'entre elles. L'enjeu est de la première importance, car si le diagnostic que l'on propose au départ concernant les rapports que les enfants polynésiens entretiennent avec l'école est faux, ou en tout cas faussé par des préjugés idéologiques, les solutions qu'on sera tenté d'apporter paraîtront évidemment bien vaines. Chapitre 1 – L'école française pénalise-t-elle les élèves polynésiens? Cette position est soutenue par exemple dans un rapport publié par le Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française en 1999.
L'échec scolaire en Polynésie, mythe ou réalité, sans d'ailleurs que les auteurs se donnent la peine de montrer en quoi elle est pertinente ou sur quels arguments elle peut se fonder. On lit par exemple dans ce rapport que le système éducatif polynésien, calqué sur celui de la métropole, n'est pas adapté aux réalités économiques, sociales et culturelles de la Polynésie. 2. On trouve la même idée préconçue dans une étude plus ancienne sur l'échec scolaire en Polynésie. On y affirme clairement que l'école à référence toujours métropolitaine se révèle inadaptée et créatrice en partie des échecs constatés, du fait de particularismes polynésiens qui ne sont pas pris en compte. 3. Bien que les enquêtes citées établissent clairement que les facteurs produisant l'échec scolaire sont d'ordre social, les auteurs de ce rapport restent convaincus que si les élèves polynésiens échouent à l'école ou du moins éprouvent des difficultés à réussir comme ils seraient en droit de l'espérer, c'est parce que cette école est française et qu'elle impose aux élèves des méthodes et des contenus culturels qui leur sont étrangers, qu'elle nie justement leur culture et leur langue. La première objection que nous pourrions faire ici est que la tâche de l'école n'est pas la transmission et le renforcement d'une identité culturelle particulière. Les effets pervers d'une telle conception de l'école et de l'éducation sont apparus aux USA. L'exemple du multiculturalisme nord-américain établit nettement que la prise en compte dans les programmes scolaires ou universitaires de la culture des élèves appartenant à des minorités, notamment par l'introduction des études ethniques, ne les fait pas réussir davantage, bien au contraire. Remplacées par ces études ethniques au contenu idéologiquement marqué et généralement pauvre sur le plan intellectuel, des savoirs plus formateurs n'améliorent pas les chances de succès et d'intégration sociale et professionnelle de ces élèves, dont les meilleurs sont au mieux condamnés à devenir enseignants dans ces écoles ethniques. 4. Par ailleurs, la réussite des élèves ou étudiants d'origine chinoise en Polynésie française, alors même que leur culture n'est pas spécialement ou pas du tout présente dans les programmes, est bien la preuve aussi que la non-prise en compte par l'école de la culture familiale des élèves ne constitue pas en soi un facteur d'échec scolaire, non plus que le développement de la fierté ethnique n'est en soi un facteur de réussite, indépendamment d'autres facteurs autrement plus décisifs, comme les facteurs sociaux, ainsi On le montrera dans le chapitre suivant. On peut rappeler aussi le plus grand succès des filles dans une école qui pourtant n'aménage ni les programmes, ni les méthodes en leur faveur, en Polynésie française comme en métropole. Cette négation du contexte de vie des élèves n'est de toute façon pas si poussée, en tout cas en Polynésie, mais l'introduction de ces programmes adaptés, même si elle semble revêtir la même finalité que celle d'un dispositif multiculturel, corriger les injustices de l'histoire et rendre sa fierté à un peuple qui a été colonisé, prend place dans un système éducatif dont le sens est tout autre. On traite en Polynésie française de l'histoire et de la géographie locale autant pour des raisons didactiques, afin de mieux situer époque présente dans son contexte historique et l'espace proche par rapport au monde plus lointain, que pour des raisons identitaires, même si celles-ci sont présentes. De toute façon, contrairement à ce qui se passe aux USA, ces programmes adaptés d'une part sont traités de façon objective et non idéologique, d'autre part ils s'ajoutent, mais ne se substituent pas aux programmes traditionnels, notamment scientifiques, on le verra aussi ci-dessous. Ils ne peuvent par conséquent pas appauvrir la formation de l'intelligence des élèves, mais sont au contraire susceptibles de l'enrichir, en mettant en évidence la complémentarité des savoirs. Faisons aussi remarquer que tous les élèves polynésiens n'échouent pas à l'école. Si certains élèves censés pourtant être aussi déculturés que les autres réussissent néanmoins, c'est que d'autres facteurs interviennent sans doute dans ces processus d'échec, notamment, on le verra dans le chapitre suivant, des facteurs sociaux. Il est intéressant de noter que, du fait de la survalorisation fréquente aujourd'hui des facteurs culturels agissant sur les conduites humaines, on attribue à l'appartenance ethnique la responsabilité des échecs à l'école, dans la société ou dans le monde du travail, mais que les réussites n'y sont étrangement guère référées. Y a-t-il par ailleurs un sens à parler d'enfants polynésiens ? La difficulté serait de définir cette catégorie d'élèves, dans une population dont le métissage est intense et ancien. Les critères physiques, ou du sang, seraient de ce fait peu opérationnels, comme ceux du sol. Le critère linguistique s'avère également délicat, puisque la situation de la plupart des élèves en Polynésie française serait plutôt celle d'un bilinguisme simultané que d'un monolinguisme tahitien à la maison et français à l'école,
du fait notamment de l'évolution économique et sociale du pays et de l'influence importante des médias pour la plupart francophones. Le risque est ici non seulement de figer chacun dans une appartenance qu'il n'a pas choisie à la naissance, mais aussi de travailler sur une abstraction. On traite chaque communauté culturelle comme si elle était une entité monolithique clairement définie, en ignorant d'une part sa ressemblance avec les autres groupes, d'autre part la diversification à l'intérieur de chaque groupe en fonction de stratégies identitaires personnelles différentes, d'inégalités de statut social ou de prestige, de différences de sexe ou de confession religieuse. Affirmer que l'école française pénalise les élèves polynésiens pourrait aussi vouloir dire que ces élèves seraient redevables d'une ethnopédagogie, c'est-à-dire d'une pédagogie adaptée à leur profil culturel particulier, ce qui supposerait qu'une culture produirait un type d'intelligence ou d'organisation mentale spécifique, qu'il y aurait par exemple une cognition polynésienne. Nous évaluerons dans un chapitre ultérieur la pertinence de cette hypothèse de spécificité ethnocognitive, dont nous montrerons également, en nous appuyant notamment sur les recherches effectuées dans ce domaine par la psychologie interculturelle, le caractère problématique. Mais examinons à nouveau la thèse qui nous intéresse ici. L'école française impose-t-elle aux élèves polynésiens les différents éléments de la culture française, les pénalisant de ce fait et les condamnant à l'échec ? Une culture est tout d'abord constituée par une langue, puis par des savoirs et des savoir-faire, par des représentations et des valeurs, auxquelles on peut ajouter des méthodes de transmission, des procédures pédagogiques. Voyons sur ces différents points si l'école française impose des contenus culturels qui lui sont propres. Les méthodes pédagogiques. Les méthodes mises en œuvre à l'école sont certainement diverses, mais qu'elles soient magistrales ou actives, par exemple, elles sont utilisées ailleurs que dans les écoles françaises. Les recherches sur lesquelles elles se fondent ont été faites en France, certes, mais aussi dans le monde entier. En Grèce antique, la méthode maïeutique de Socrate, en Suisse Rousseau, Claparède, Piaget, en Belgique, De Crowley, De Lancia, aux USA Rogers, Dewey, en Angleterre, Neal, en Allemagne, Kirchensteiner, Steiner, en Italie, Montessori, en Russie, Makarenko, et il n'est pas sûr même qu'on doive les limiter à une sphère occidentale. De toute façon, que ces idées pédagogiques soient nées dans des pays européens ou occidentaux n'implique pas qu'elles ont une validité restreinte à cette zone géographique, même qu'elles sont l'expression des caractéristiques culturelles de ces pays. Il serait absurde de prétendre que les théories pédagogiques de Rousseau, par exemple, ne valent que pour les habitants de Genève, étant l'expression de leur culture. Les idées éducatives sont autant d'efforts pour améliorer la transmission pédagogique, pour mieux éduquer les enfants, les rendre plus savants, plus lucides, plus libres, et on ne voit guère en quoi ces efforts seraient typiquement français. Ils sont au contraire la manifestation d'une aspiration évidemment universelle. Par ailleurs, une méthode couramment utilisée dans de nombreuses disciplines, notamment scientifiques, est la méthode dite de résolution de problèmes. Cette méthode repose sur le principe de l'analogie entre le travail du savant dans son laboratoire et celui de l'élève en classe. Or, la démarche scientifique construit des théories dont la validité universelle est attestée tout d'abord par l'efficacité des applications techniques qu'on peut en tirer, et ensuite par le caractère expérimental de cette démarche, qui repose sur une confrontation réussie avec le réel. On peut ajouter que l'objectivité scientifique n'est pas uniquement le produit de l'impartialité du savant, elle est aussi et surtout le résultat du caractère public de la méthode scientifique, qui consiste dans une confrontation incessante et institutionnalisée des théories et de leurs vérifications expérimentales. Or, il est clair que si la méthode scientifique n'est pas une spécificité française, les démarches pédagogiques qui s'en inspirent ne le sont par conséquent pas non plus. Les méthodes d'enseignement de l'école française, néanmoins, ont certainement une originalité, c'est qu'elles s'appliquent dans le cadre d'une organisation régie par un principe de laïcité. On y reviendra plus loin, mais on peut dire dès maintenant que ce principe est là encore l'expression d'une aspiration à une école plus juste et plus démocratique, et qu'en tant que tel il ne relève pas de la culture française mais d'un idéal proprement humain, même si l'histoire de l'école publique depuis Jules Ferry lui confère désormais une particularité hexagonale. L'idéal laïque est en droit au moins universel, et on y aspire dans d'autres pays que la France. Le problème de la langue. Concernant la question de la langue d'enseignement,
l'école française telle qu'elle fonctionne en métropole, mais aussi dans les territoires ou départements d'outre-mer, utilise la langue française. Est-ce là une colonisation qui étouffe la culture d'origine des enfants, notamment leur expression linguistique ? Commençons par montrer la fragilité de cet argument souvent entendu selon lequel l'école de la République éradiquerait les langues régionales de France et d'outre-mer, en signalant que l'école n'accueille les enfants que pendant une trentaine d'heures par semaine, et qu'il reste beaucoup de temps pour que les parents puissent parler et enseigner leur langue maternelle à leurs enfants s'ils le désirent. Le mouvement de centralisation linguistique de la France a par ailleurs été engagé dès l'Ancien Régime, au moins dès le XVIe siècle, et les révolutionnaires de 1789 n'ont fait que le reprendre et le renforcer. Le déclin des langues régionales est dû à d'autres facteurs historiques et sociaux plus généraux, tels que le développement économique, les concentrations urbaines, les mouvements migratoires liés aux demandes du marché de l'emploi ou le désir des familles d'assurer un avenir professionnel à leurs enfants. Le projet de l'école républicaine n'est pas celui d'une éradication systématique des parlers régionaux, mais celui d'une véritable instruction publique qui est s'apostrophe, et force de faire en sorte que tous les citoyens soient effectivement égaux dans leurs droits. Il est possible qu'à certaines époques et en certains lieux l'école républicaine ait utilisé des méthodes pédagogiques autoritaires pour enseigner le français, mais c'est un contresens d'assimiler à un génocide culturel l'ambition républicaine d'émancipation du peuple par le savoir, et d'abord par l'enseignement d'une langue commune à tous les citoyens. Rappelons ici qu'il n'y a pas actuellement en France de minorités linguistiques opprimées ou discriminées, et que les langues polynésiennes ou autochtones dans les autres dom-toms, régionales ou immigrées en métropole, ont une place à l'école. On peut penser que cette place est encore insuffisante, mais on ne peut pas dire que la déculturation des élèves est totale dans ce domaine et que l'école française interdit les autres expressions linguistiques. La loi d'Exon a autorisé et défini en 1951 l'enseignement des langues régionales, le basque, le breton, l'occitan et le catalan, puis en 1974 le corse, en 1981 l'alsacien et le tahitien et en 1992 les langues mélanésiennes. On peut donc dire que ces langues bénéficient d'une reconnaissance officielle, et que l'éducation nationale prend en compte le bilinguisme des élèves issus des régions concernées. Parfois même l'école rappelle à certains élèves un usage des langues vernaculaires oubliées ou négligées dans les familles. Cette intégration des langues régionales à l'école ne semble de toute façon possible que si les élèves sont issus du même groupe ethnique ou culturel. Or, dans beaucoup d'écoles françaises, on observe une extrême diversité des origines culturelles des enfants, et on voit mal comment, dans ces conditions, ces écoles pourraient prendre en compte les particularités linguistiques et culturelles de leurs élèves. Les maîtres quant à eux n'en seraient pas capables, et le recours à des intervenants extérieurs multiples serait extrêmement complexe à organiser, sans parler des coûts. La solution consisterait ou bien à exclure les étrangers pour obtenir un public scolaire ethniquement homogène, ou bien à spatialiser les différences, c'est-à-dire à regrouper des élèves issus du même groupe ethnique dans les mêmes classes, voire les mêmes écoles, c'est-à-dire à créer des ghettos scolaires, comme cela est notamment pratiqué aux États-Unis. Mais le principe républicain d'égalité exige un brassage ethnique et social des élèves à l'école, surtout à l'école, puisque les inégalités sociales et culturelles sont suffisamment réelles dans la société. Le public scolaire est en Polynésie plus homogène d'un point de vue linguistique, mais tous les problèmes ne sont pas résolus pour autant. Si les enfants d'une même classe sont d'origine tahitienne, mais aussi pomotou et marquisienne, chinoise et métropolitaine, ils parleront sans doute des langues différentes à la maison, et l'enseignement du tahitien à l'école ne suffira pas. De plus, le maître sera-t-il capable d'enseigner toutes ces langues, et si ce n'est pas le cas, quels intervenants extérieurs devra-t-on solliciter ? Le choix sera donc celui d'enseigner la langue dominante, soit le tahitien le plus souvent. En outre, si l'école n'a pas essentiellement pour mission la transmission d'une culture ethnique, mais plutôt l'enseignement de valeurs et de savoirs universels qui permettent le meilleur développement des capacités morales, civiques et intellectuelles des élèves, elle doit utiliser une langue qui puisse exprimer ses savoirs et ses valeurs, et il n'est pas sûr que toutes les langues régionales ou autochtones en soient vraiment ou également capables. Ces langues ont été élaborées dans des contextes culturels très différents et elles étaient sans doute efficaces dans ces contextes, par rapport à des modes de vie différents, mais elles ne peuvent servir de langue scolaire, dans le cadre d'une école telle qu'on la conçoit aujourd'hui,
sans une évolution au niveau du lexique et des modalités du passage à l'écriture qui demandent du temps et est certainement complexe. C'est cette réserve qu'émettent deux spécialistes de l'éducation bilingue, Miguel Sigouin et William Mackay. Si la langue d'un groupe humain n'est pas normalisée et ne possède pas de forme écrite, avant de pouvoir l'utiliser dans l'enseignement, il faudra donc la normaliser, ce qui représente un effort difficile et coûteux qui ne sera pas toujours possible et qui est de toute façon impossible pour la totalité des langues existantes. 6. Le problème se pose notamment au niveau de la création du vocabulaire scientifique et technique utilisé à l'école. Ce vocabulaire est la plupart du temps construit à partir de racines grecques ou latines, et leur traduction dans des langues appartenant à des familles radicalement différentes est difficile. Ou bien ces langues adoptent les mots de ce vocabulaire, quitte à les adapter à leurs particularités phonétiques et morphologiques, ou bien les remplacent par des mots formés à partir de leurs propres racines. Si dans la première option, la langue court le risque de se dénaturer, dans le second, elle semble se transformer en une construction artificielle. 7. Le problème qui se pose également est celui du corpus littéraire et scientifique disponible dans ces langues, qui sont le plus souvent seulement orales et n'offrent pas ce patrimoine d'œuvres constituant le support nécessaire de toute transmission de valeurs et de savoir universels. Donc, même si l'on peut par principe admettre que toutes les langues du monde sont également qualifiées pour réaliser et transmettre la culture humaine, et que aucune langue ne s'oppose a priori par ses propriétés intrinsèques à cette expansion lexicale, 8, lui permettant de s'enrichir, il serait peu raisonnable d'évacuer de l'école tout usage de la langue française car celle-ci permet la transmission non pas une culture ethnique particulière, mais de la culture, celle des gens cultivés, et cela quelles que soient leurs diverses appartenances. Si de toute façon les élèves polynésiens veulent avoir accès à des espaces plus larges dans les domaines intellectuels, professionnels ou universitaires, tous ces domaines étant liés d'ailleurs, ils doivent maîtriser la langue française. Dans le système hautement compétitif que constitue le système éducatif, il est nécessaire que tous les élèves acquièrent une parfaite maîtrise de la langue scolaire. De plus, le principe républicain d'égalité suppose que tous les élèves utilisent la même langue à l'école. Que cela soit pour des élèves immigrés en France métropolitaine ou des élèves polynésiens dans leur pays, la situation historique et politique étant ce qu'elle est, la langue française est un facteur d'éducation et d'intégration nécessaire. Ces remarques préliminaires faites, il faut dire néanmoins que l'imposition du français comme langue d'enseignement n'implique pas la négation des autres langues à l'école, toujours présente du fait du caractère pluriculturel du public scolaire. Il est possible de concilier le pluralisme linguistique de la société avec les exigences universalistes de l'école républicaine. La conciliation entre l'imposition de la langue française à l'école et la prise en compte des autres langues implique qu'on se rende compte que le monolinguisme risque de produire une impression de norme, donc un sentiment de culpabilité ou de faute chez les enfants bilingues. Il faut donc cesser de concevoir le bilinguisme de ces élèves comme seulement soustractif et le considérer au contraire comme positif. Cela suppose aussi qu'on accorde un statut valorisé aux langues polynésiennes et que celles-ci soient enseignées par des enseignants bien formés. Ces langues peuvent ainsi être l'instrument de l'épanouissement personnel et du développement intellectuel de l'enfant, dans le cadre de la constitution progressive d'un bilinguisme désormais additif, donc enrichissant. 9. Le bilinguisme peut alors être considéré non plus comme un handicap, mais comme un enrichissement en ce qui concerne la formation de l'intelligence et de la personnalité. Les horaires et programmes d'enseignement de l'école primaire de 2002 le rappellent également. L'accès au langage dans une situation de plurilinguisme n'est pas en soi un handicap ou une difficulté, particulièrement lorsque les interlocuteurs de chacune des langues sont bien identifiés et adoptent des attitudes claires en s'adressant à l'enfant. 10. Les recherches récentes en psycholinguistique signalent d'ailleurs que la situation consistant pour un enfant à parler une langue à la maison et à en apprendre une autre à l'école est celle de millions d'enfants dans le monde, qui n'échouent pas tous à l'école. Ces recherches établissent aussi que loin de constituer un handicap pour les élèves, le bilinguisme peut se révéler être un atout. La psychologue canadienne Hélène Bialystok montre que l'intelligence des enfants monolingues et celle des enfants bilingues se développent de la même manière et au même rythme, que le bilinguisme désavantage légèrement les enfants dans la mesure où leur vocabulaire dans chaque langue est généralement moins riche que celui de l'enfant monolingue,
mais que ce désavantage tend à disparaître ensuite et Q'. Il est largement compensé par le fait que le bilinguisme constitue une force positive qui améliore le développement cognitif et linguistique des enfants 11, ainsi que l'accès à l'alphabétisation, en tout cas si les deux systèmes d'écriture sont semblables. Bien plus, le bilinguisme favorise le développement de facultés intellectuelles générales utiles notamment en mathématiques. Les parents ne doivent donc pas craindre que parler à la maison une autre langue que celle de l'école constitue pour leurs enfants un handicap. Bien au contraire, le bilinguisme peut avoir des effets positifs indéniables sur les apprentissages, si bien sûr l'enfant ne souffre pas des désavantages d'ordre social et économique que nous évoquerons plus loin dans notre étude des causes de l'échec scolaire. Ajoutons que d'après les travaux du linguiste canadien Jim Cummins 12, le développement de deux langues chez un enfant est interdépendant, le niveau de compétence accessible dans la seconde langue étant déterminé par celui qui est atteint dans la première. En d'autres termes, une maîtrise correcte de la première langue est la condition d'une bonne acquisition de la seconde, parce que les facultés cognitives liées à l'apprentissage de la première langue doivent être suffisamment développées pour permettre la construction des apostrophes. Une compétence correcte dans la seconde langue. Cette situation n'est hélas pas toujours celle de tous les enfants dont la langue maternelle est le tahitien ou une langue polynésienne. Si la langue parlée à la maison remplit surtout des fonctions affectives et communicatives, et ne revêt guère de dimension cognitive, si elle n'est pas ou pas souvent valorisée et utilisée dans des tâches intellectuelles, il est alors compréhensible que l'acquisition de la seconde langue soit entravée. Nous retrouvons ici le facteur de l'appartenance sociale, qui détermine l'usage familial du langage, tel que le sociolinguiste anglais Basil Bernstein l'a mis en évidence, nous y reviendrons plus loin. La mise en place d'un véritable enseignement bilingue n'est pourtant pas aisée, ainsi que Sigouane et Mackay le montrent bien, la première difficulté ayant trait au manque d'enseignants compétents. Deux options se présentent ici. Admettre des professeurs capables d'enseigner dans la langue maternelle des élèves, mais moins qualifiés professionnellement dans la matière qu'ils enseignent, au risque de discréditer l'enseignement bilingue, ou admettre des professeurs compétents dans leur domaine mais peu capables de enseigner dans la langue exigée, éloignant ainsi l'éducation bilingue de ses objectifs. La solution à ce problème se situe évidemment dans la formation des professeurs, la formation disciplinaire pour ceux qui maîtrisent bien la langue maternelle des élèves, ou la formation à la langue maternelle des élèves pour ceux qui maîtrisent bien leur matière, ce qui suppose sans doute un renforcement du prestige intellectuel et scolaire de la langue minoritaire. 13. Le problème de l'enseignement bilingue est également celui des coûts. Un tel enseignement coûte évidemment plus cher qu'un enseignement unilingue, puisqu'il nécessite des professeurs et des outils pédagogiques supplémentaires, et on comprend alors qu'on lui oppose souvent des arguments d'ordre économique. Pourtant on pourrait considérer que ces coûts sont compensés par les avantages que ses bénéficiaires en retirent en termes d'enrichissement intellectuel et éventuellement professionnel, ainsi que par la satisfaction de besoins collectifs à l'échelle de la société tout entière. Comme le rappellent Sigouane et Mackay, il est possible, évident même dans de nombreux cas, que le coût d'un système bilingue là où il est nécessaire est très inférieur aux coûts sociaux qui découleraient de l'absence de bilinguisme dans le système éducatif. 14. Cette prise en compte à l'école des autres langues que la langue scolaire ne doit pas pour autant se faire sous la forme d'une exagération culturaliste des différences. On ne donne pas à un élève d'origine polynésienne dans une école à Tahiti ou dans les îles le désir de consacrer du temps et des efforts pour apprendre le français si on insiste sans arrêt sur ses appartenances originelles. L'enseignement des langues à l'école, comme d'ailleurs l'enseignement en général, doit aider les élèves à la relativisation de leurs références culturelles et ainsi les préparer à la mise à distance requise par l'étude de valeurs et de savoirs universels. On peut même envisager que les langues polynésiennes puissent également servir à enseigner ces valeurs et ces savoirs, ainsi que le prévoient d'ailleurs les instructions officielles. Il n'y a par ailleurs pas contradiction à dire d'une part qu'il faut faire une place aux langues régionales à côté du français à l'école, et d'autre part que le français est la langue officielle de la République et de ses institutions, donc de l'école. Certes, le principe fondamental de la laïcité de l'école implique un renvoi dans la sphère privée des particularismes culturels et religieux, mais l'école peut prendre en compte les langues régionales et même les enseigner sans entrer en contradiction avec ce principe, dès lors elle considère pour des raisons patrimoniales que ces langues sont placées sous sa sauvegarde.
Si la transmission des langues polynésiennes ne semble plus suffisante dans les familles ou dans les associations, qui sont pourtant les lieux privilégiés de cette transmission, c'est à l'école que revient le devoir d'enseigner ces langues dont l'usage, sans elles, risquerait peut-être de décliner. Cette valeur patrimoniale de l'enseignement des langues régionales ou minoritaires est affirmée à plusieurs reprises, par exemple par la loi n° 84A52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, loi dite Savary, qui stipule dans son article 7 que le service public de l'enseignement supérieur veille à la promotion et à l'enrichissement de la langue française et des langues régionales. Il participe à l'étude et à la valeur du patrimoine national et régional. La circulaire n° 95-086 du 7 avril 1995 rappelle les modalités d'enseignement de ces langues dans les établissements scolaires français. L'État réaffirme son engagement en faveur de cet enseignement tel qu'il avait été formulé dans la loi d'Exonne de 1951 et fonde cet engagement sur le souci de veiller à la préservation d'un élément essentiel du patrimoine national dans l'expression de sa diversité. Notons enfin que l'universitaire Bernard Poignant, dans le rapport qu'il a remis au Premier ministre Lionel Jospin en 1998, défend cette conception quand il affirme que les langues régionales constituent un patrimoine dont l'État doit veiller à la sauvegarde. 15. Ce qui ne veut bien sûr pas dire que les institutions et les valeurs républicaines, ainsi que le statut du français comme langue nationale, sont remis en cause. Les langues polynésiennes constituent donc un patrimoine inaliénable qu'il faut protéger et promouvoir, et il est souhaitable que l'école participe à cette entreprise, l'essentiel en la matière étant que tous les besoins de communication puissent être satisfaits, une condition dont il nous semble qu'elle ne peut pas être convenablement satisfaite dans et par l'utilisation d'une seule langue, mais seulement dans une mise en valeur de la diversité linguistique et langagière existante qui serait ordonnée par elle'. Idée du bien commun et conséquemment, par l'affirmation du français comme langue officielle de la République, du moins tant que la volonté populaire souhaitera, dans son expression majoritaire, l'appartenance à celle-ci. 16. L'universitaire Michel Giraud parle ici du cas des Antilles françaises, mais ces conceptions peuvent s'appliquer à d'autres contextes, notamment à celui de la Polynésie. Il est possible d'énoncer la même proposition à partir du contexte océanien, en reprenant par exemple la position lucide de Jacques Vernaudon concernant la complémentarité des deux langues françaises et océaniennes à l'école. L'école a besoin des langues océaniennes pour aider les élèves dont ce sont les langues maternelles à mieux réussir, et les langues océaniennes ont besoin de l'école pour s'ouvrir à de nouvelles fonctions et à de nouveaux modes de transmission, sans lesquels elles sont menacées. 17. Sigouane et Mackay font eux aussi remarquer que dans les pays haineux accent aigu coloniaux, la politique scolaire concernant les langues a dû trouver un équilibre entre deux pôles. D'une part, établir l'enseignement sur la base de la langue maternelle pour des raisons certes pédagogiques mais aussi pour valoriser les signes de l'identité nationale, ce qui était un souhait légitime. D'autre part, répondre à la nécessité de conserver une langue internationale capable de véhiculer l'assimilation de la science et de la technique, et susceptible de faciliter les relations avec l'extérieur. 18. Les savoirs. L'école française impose-t-elle par ailleurs aux élèves des savoirs français ? Il faut ici résolument affirmer que la plupart des contenus enseignés par l'école française sont indifférents aux oppositions entre les cultures et ne sont pas culturellement marqués. Ces contenus renvoient à des régions du savoir, à des domaines d'exercice de l'intelligence où l'on a affaire à des vérités éprouvées, qui sont tout autre chose que de simples convictions culturelles. Ces savoirs éprouvés, authentiques, non culturellement déterminés, constituent l'objet essentiel de la transmission scolaire, du reste ils ne sont guère enseignés ailleurs. Ce sont les lois physiques et chimiques, les vérités mathématiques, les lois du monde vivant et des sociétés humaines, les savoirs linguistiques et philosophiques. Ces savoirs sont éminemment universels, ils constituent la culture au sens classique ou humaniste du terme, et ne sont pas l'expression de culture particulière, même si les œuvres qui les exposent sont apparues dans des contextes culturels divers et particuliers. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.